et bienvenue dans le Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir rencontrer pour la première fois Nicolas-Yves Quérol, donc auteur de Devenir musicien pro. Bonjour Nicolas-Yves. Bonjour à toi, comment vas-tu? Ça va bien et toi, par cette Très bien, belle journée d'hiver? très bien, grand soleil. Tant mieux pour toi. Nous, c'est un peu brouillard en ce moment en Picardie, malheureusement. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais savoir si tu voulais devenir écrivain quand tu étais petit. Est-ce que c'était un rêve d'enfance? Rêve d'enfance? Non, non, on va être franc, c'était pas un rêve d'enfance. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu attiré, tu vois, de façon un peu mystique. C'était une sorte de chose qui me paraissait, moi, totalement inaccessible, mais c'était pas un rêve d'enfant. Après, mon grand-père a écrit. Il a écrit des ouvrages et c'est vrai que tu vois, j'avais toujours un peu cette image-là, mais jamais je me suis dit je vais être écrivain. Tu vois, c'était objectivement pas un rêve d'enfant. D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres? Je pense en fait, c'est finalement un long cheminement. Tu vois, je suis Mm. arrivé à écrire ce livre par une nécessité, si tu veux, avec cette période un peu troublée, où je me suis dit que plutôt que de rien faire pendant ce confinement, j'allais justement mettre à plat tout ce que je fais depuis des années, si tu veux. Oui, Euh, alors, effectivement, répondre comme ça, c'est un peu tristoun, tu vois, en disant, bah tiens, c'est finalement cette période bizarre qui a fait que j'ai eu envie d'écrire. En réalité, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'était sous-jacent depuis des années, en commençant par le modèle de mon grand-père dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais oui. voilà, avec des choses qui finalement se sont alignées les unes aux autres, et il me manquait finalement, je pense qu'un seul facteur, c'était ce facteur temps. Le temps de mettre des mots, tu vois, de mettre des mots à la suite les uns des autres. Mm. Et finalement, en fait, cette période m'a mis en place la dernière pièce du puzzle qui manquait, à savoir le temps. Et finalement, tout s'est aligné pour que je devienne, pour que je devienne écrivain. D'accord. Tu vois, comme quoi, rien n'arrive jamais par hasard, quelque Ouais, c'est part. clair. Donc, sur quel sujet as-tu commencé à écrire et pourquoi? Alors, en fait, moi, j'ai écrit, je n'ai écrit à ce jour qu'un livre. Je suis vraiment un bébé écrivain, encore, entre guillemets. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que, pour le coup, c'est mon métier. C'est d'aider les jeunes artistes, les artistes qu'on appelle les artistes émergents, justement à monter en compétences, à gagner en compétences et à être beaucoup plus pertinents et efficaces dans leur développement. Voilà. D'accord. De façon schématique, c'est ça. L'idée, si tu veux, à la toute base, je suis moi chef d'orchestre, donc en musique classique, et la direction d'orchestre, on a une notion qui est une notion fondamentale, c'est la notion d'interprétation. C'est-à-dire que le chef d'orchestre n'est pas celui qui écrit. C'est-à-dire qu'il y a des grands chefs d'orchestre comme Berlioz, qui était lui compositeur et qui dirigeait. Moi, c'est pas le cas. Je suis pas compositeur, je suis vraiment chef d'orchestre. C'est-à-dire que je récupère la partition d'une personne, un Berlioz, un Bach, un Mozart, voilà. Et cette partition-là, je vais moi m'en faire mon idée, ce qu'on appelle ma direction artistique, ma direction musicale. Et cette idée que j'ai là, je vais la transmettre de façon non verbale, Oui, euh, avec des gestes, à oui. mon public, à un public qu'on appelle l'orchestre. Et quels sont les enjeux là-dessus? Eh bien, c'est finalement d'arriver, par cette communication non verbale, à fédérer tout cet orchestre autour de ma vision pour les faire adhérer à cette vision que j'ai. Voilà. Et D'accord. ça, finalement, ces notions-là, ces enjeux-là, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon très forte Mhm. chez les artistes qui sont sur scène. On prend un guitariste-chanteur quand il est sur scène ou un groupe qui est sur scène. L'enjeu, c'est quoi? C'est de traduire les émotions, ce qu'a voulu dire le compositeur. Alors, on va me dire, oui, mais c'est souvent le compositeur qui chante. C'est vrai, en musique actuelle, c'est vrai que c'est souvent le gars qui écrit sa chanson et qui va la chanter. Mais quand il écrit sa chanson, il n'est pas du tout dans le même mood, dans le même état d'esprit que lorsqu'il est sur scène. Donc, Oui, d'accord. l'idée, pour le coup, là, il y a vraiment presque une décorporation, un dédoublement de personnalité où on va travailler d'un côté l'auteur, le compositeur, et de l'autre côté l'interprète. Et là, quand il est sur scène, il n'est plus que interprète. C'est-à-dire que sa chanson, qui a peut-être 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, on se plaît à dire un exemple que je cite dans le livre, j'ai travaillé avec un jeune qui avait du mal à faire passer une émotion dans son titre. Et en fait, Mhm. en creusant un peu son titre traitait d'une rupture. Voilà.
Sauf que cette rupture, c'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans, il y a prescription, c'est-à-dire qu'il n'est plus aujourd'hui dans l'état de souffrance, voilà. Et du coup, ça donnait un espèce d'encéphalogramme plat où il ne se passait rien pendant sa chanson. On a fait un travail avec lui pour arriver à revenir vraiment là-dedans et à se reprojeter, on va dire, pour pouvoir justement reprendre de l'émotion pour le transmettre. Voilà. Donc ça, finalement, c'est un programme pédagogique que j'ai mis en place il y a quelques années maintenant, une dizaine d'années. Et dans le livre, on trouve ce programme pédagogique basé à la fois sur le savoir, sur le savoir-faire et sur le savoir-être. Une grosse partie, gros chapitre sur le savoir-être scénique. Voilà. D'accord. Ça a l'air hyper intéressant. Au contraire, je veux dire, je trouve que même ça pourrait servir, alors ça peut te paraître un peu bizarre, mais je trouve que même pour les auteurs, pour ceux qui écrivent, ça pourrait être quelque chose d'intéressant parce que justement, des fois on peut écrire certaines choses, certains chapitres. Moi, si tu veux, par exemple, là, celui que je suis en train de finir, il y a 2 ans, j'ai écrit des chapitres où quand je les relis maintenant, je suis plus du tout dans le même mood. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et en fait, je trouve que ouais, c'est pas mal parce que finalement, ça revient sur l'idée de ce qu'est l'inspiration, je trouve. C'est incroyable. Pour toi, être écrivain, donc on voit vraiment que là, la façon dont tu parles vraiment avec passion de ce que tu es en train de faire. Mais je voudrais savoir si, est-ce que tu vois en fait le métier le métier d'écrivain plutôt comme un métier ou plutôt comme une passion que tu as envie de partager avec d'autres? Alors, j'ai tellement entendu dans ma vie que musicien, c'était pas un métier, que par respect pour mes confrères écrivains, je vais dire qu'effectivement, je le vois comme un métier. Maintenant, pour moi, non, je le vois pas comme, je le vois pas comme, en tout cas comme mon métier premier. Après, je suis pas moi dans l'aspect très normé de la personne qui a un métier, qui est, toi, j'ai une grande stabilité dans ma vie personnelle et pour contrebalancer ça, j'ai besoin et j'ai toujours eu besoin d'avoir une, alors je ne vais pas dire une précarité, c'est pas ça, je ne vais pas dire une instabilité, j'ai pas de mot positif pour ça, mais je suis pas quelqu'un qui est très posé au niveau professionnel. C'est-à-dire que je suis extrêmement loin comment on pourrait dire ça, de la relation patron-employé ou pas du tout. J'ai vraiment besoin d'être totalement indépendant et d'avancer au gré de mes envies, on va dire. C'est-à-dire que voilà, j'ai besoin de ne pas être très stable dans cette. Je sais qu'en le disant comme ça, j'arrive pas à trouver un terme positif à instabilité, mais parce que pour le coup, je le prends vraiment comme quelque chose d'éminemment positif. Oui, C'est vrai que dans l'inconscient commun, tous les gens vont se dire, ah bah lui, il est instable. Voilà, c'est pas ça du tout. J'ai besoin aujourd'hui d'être écrivain, demain de faire du consulting pour des grandes sociétés, après-demain de travailler en coaching scénique avec un groupe. Enfin, voilà, j'ai besoin d'avoir cette pluralité professionnelle. Voilà. Peut-être ça, c'est pas mal. oui. Pluralité. Je dirais que tu as besoin de vivre et non pas de survivre. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Très bien. Voilà, voilà, je Moi, suis comme quoi, auteur, c'est un métier. Écrivain, c'est un métier, finalement. Tu vois. mais parce que je ressens la même chose. Donc, voilà. On va monter un groupe, tu vois, je pense que ça pourrait être sympathique, de gens qui vivent. Est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture, même si moi, j'ai déjà une petite idée? Je suis un immense passionné, moi. Enfin, tout me passionne, quoi. J'ai eu la chance d'avoir une éducation qui a été très stricte d'une part et surtout le leitmotiv familial, l'adage familial qui trône d'ailleurs encore fièrement au-dessus de la cheminée, c'est une phrase de Napoléon, quand on veut constamment, je ne sais plus comment la va, mais quand on veut vraiment, en gros, on réussit toujours. Mmh? Oui, Et par rapport à ça, ça a été une expérience incroyable, quoi. J'ai été vice-champion de France de snowboard, j'ai été champion de France universitaire de foot, je suis aujourd'hui au ranking mondial en wake surf, donc c'est un sport de glisse aquatique, on va dire. J'ai eu un groupe dans les années 2000 où notre manager avait 2 groupes en management, il avait nous et Muse. oui, J'ai été chef d'orchestre, je suis directeur commercial. Enfin, tu vois, je suis vraiment un passionné. Alors, il y a des cycles, tu vois, il y a des cycles de 2, 3, 4 ans. Je découvre quelque chose, ça me passionne de façon incroyable et j'évolue et d'un seul coup, voilà, tu vois. J'ai rencontré un jour un prof de coaching oui, qui m'a dit que pour être équilibré, si tu veux, un homme avait besoin de 3 choses. Il y a le M, le D et le A.
Voilà. Mmh. C'est le métier. Tu n'as pas forcément une réelle passion pour ce métier-là, mais en tout cas, tu en as besoin pour l'équilibre déjà financier de ta vie. Donc ça, c'est le M. Le D, c'est ta discipline. C'est le domaine, si tu veux, dans lequel tu vas t'investir. Tu vas investir ton temps, ton argent, ton énergie. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, pour lequel tu recherches des résultats. Oui. De résultats de performance, on va dire. Et le 3, c'est l'art. L'art, c'est ce que tu fais de façon totalement désintéressée. Tu peux être une inénarrable quiche dans ce domaine-là, mais en tout cas, toi, tu en as besoin, ça te permet de décompresser cet aspect potentiellement médiocre, tu t'en moques complètement et tu l'assumes totalement. Et ben moi, en fait, finalement, j'alterne, c'est-à-dire que ce qui est ma discipline, on va dire, se développe jusqu'à ce que ça devienne mon métier. Voilà. Et à partir du moment où ma discipline est devenue mon métier, ben, j'ai de la place pour une nouvelle discipline. Donc, je découvre quelque chose d'autre qui va me passionner, tac, jusqu'à ce que ça bascule dans mon métier, et ainsi de suite. Oh, mais en fait, c'est vraiment, je trouve ça épatant et même, comment je vais dire ça, bluffant, sincèrement. Parce que je sais que moi, j'aurais pas, je pense il me manque le dynamisme et l'envie. Peut-être que c'est la période qui veut ça, mais je pense que j'ai beaucoup de dynamisme, hein, je fais beaucoup de choses, mais je trouve que tu es un passionné de la vie plus que je ne peux l'être. C'est impressionnant. Après, regarde, imagine ce blog-là pour lequel on se rencontre aujourd'hui. Imagine qu'il prend de l'ampleur, et finalement, ça peut devenir, tu as la possibilité de te donner les moyens que ça devienne ton Oui, activité. tout à fait. Oui, Auquel oui, cas, il y aura la place pour autre chose. Aujourd'hui, on imagine que l'écriture, c'est ton métier, dans lequel on peut garder de la passion quand même. C'est oui, évidemment oui, oui. pas la passion, mais aujourd'hui, l'écriture est ton métier. Ce Mhm. blog-là, c'est ta discipline. Tu vas t'investir jusqu'au moment où bah, finalement, tac, il y a de la place pour que ça devienne ton métier. Et là, tu auras de la place pour une nouvelle discipline. Oui, c'est pas faux. Ça, c'est vrai. C'est pas faux. Alors, pour toi, concernant l'écriture, quels sont les bons et les mauvais côtés? De l'écriture ou du métier d'écrivain? Un peu des deux, en fait. Alors, il y a un côté qui est très amusant et que je découvre là. C'est plutôt sur l'aspect écrivain, on va dire. Mmh. Euh, Comment je pourrais formuler ça? C'est peut-être mince. Je trouve pas le mot par rapport à ça, mais tu vois, si le mot en fait c'est crédibilité. Voilà, c'est ça. Ouais. Je découvre avec effarement à quel point le fait d'être écrivain et de surcroît édité Mmh. euh, t'octroie une sorte de crédibilité dans ton entourage professionnel, Mmh. entourage proche d'ailleurs. Tu vois, Oui. moi je suis assez coutumier plutôt de la sortie de disques, c'est-à-dire tu vois le côté auteur, mais plutôt au côté disque. Mmh. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, quand quelqu'un sort un disque, tu as quand même malgré tout cet aspect, je sais pas comment le dire, mais tu vois, ça peut paraître pas crédible. Ah ouais, Oui. ouais, ah bah oui, t'as sorti un disque, ouais, ok. Et sinon? Ouais, c'est fun, c'est rigolo, Voilà, c'est, c'est ça. Il y a ce côté un peu, voilà. Et finalement, le fait de sortir un livre te fait bénéficier d'une sorte d'aura presque mystique où tu te dis, où les gens te regardent vraiment totalement différemment, quoi. Moi, je vois, je suis très actif sur le réseau professionnel LinkedIn. mmh. La simple mention auteur chez Nombre 7 Éditions, si je peux me permettre de citer cet Oui, éditeur. oui. Mais c'est incroyable, quoi. Ah, c'est incroyable. Les gens te parlent, les gens te répondent, enfin, c'est vraiment, l'impression, Mmh. tu vois, d'avoir un pouvoir. D'un seul coup, tu vois, tu as un jeu de cartes et tu as un atout constant et permanent qui est, mesdames, messieurs, je suis écrivain. Ah, bonjour, monsieur. Et c'est vraiment incroyable. Donc, ça, c'est amusant, c'est la partie amusante, on va dire. Après, qu'est-ce qui me plaît le plus? Je vais te répondre. Alors là, pour le coup, pour l'écriture, le fait d'écrire m'était toujours apparu comme quelque chose de fastidieux, un peu, tu vois. Mais je pense parce qu'il y avait cette notion sous-jacente de perte de temps, tu vois. Si je me Mmh. mets à écrire,
je vais forcément perdre du temps que je pourrais pas passer à faire autre chose. Et si tu veux, c'est un peu cette même relation que j'avais avec les livres quand j'étais adolescent ou post-adolescent, tu vois. Mmh. Je peux pas lire un livre, attends, j'ai pas le temps de lire un livre, c'est bon, tu vois. Et là, finalement, cette période m'imposant d'avoir le temps, finalement, je me suis découvert une passion, enfin une passion pour l'écriture, oui, oui, voilà, une passion pour l'écriture. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais de cercle dans Mmh. ma vie. Je suis en train de réfléchir. Donc là, on a bien compris que c'était un ouvrage pour aider les jeunes artistes à se développer professionnellement. Oui. Et je suis en train de réfléchir à exactement le même ouvrage, mais pour les managers commerciaux. Pourquoi pas? Au contraire. Et prendre en fait la partie managériale de l'orchestre. Tu vois, de dire, voilà, moi, là, je suis plus interprète, j'ai la casquette de management où je vais Mmh. fédérer l'orchestre avec voilà. Et je suis en train de réfléchir à cette possibilité de réécriture. Oh, au Voilà. contraire, c'est une très bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Alors, où écris-tu? C'est une question un peu c'est 3 questions en une question. Où écris-tu? À quel moment de la journée? Et combien de temps consacres-tu à l'écriture ou as-tu consacré à l'écriture? Alors, de façon très pragmatique, et quand j'ai écrit ce livre, en tout cas, j'ai écrit de 10h à midi et demi tous les jours, donc tous les matins, on l'a bien compris, dans la salle à manger familiale. Voilà. Tout simplement parce que c'était le temps scolaire entre guillemets que mon fils devait avoir tous les jours, tu vois. Et du coup voilà. Donc j'avais ce temps-là, si tu veux, où j'avais femme et enfants qui étaient occupés à l'école, à l'étage. Et donc du coup, moi j'ai écrit de 10h30 de 10h à midi et demi en gros tous les jours. D'accord, OK. Oui, donc c'est bien. Tu t'es imposé en fait un rythme et une rigueur en fait dans l'écriture. Ça c'est bien, au contraire. Heu, Au départ, c'était une rigueur. Enfin, c'était une rigueur. Je me suis imposé au départ, et puis après, c'était vraiment un plaisir. C'est-à-dire que j'avais ce temps pour moi finalement. Tu vois, je me retrouvais tous les matins où j'avais rien d'autre à faire qu'écrire ce que j'avais en tête, et c'était finalement assez grisant. oui, 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 je te rejoins tout à fait. C'est exactement ce que je ressens. Tu préfères travailler sur papier ou sur ordinateur? Eh ben, figure-toi, ça c'est quelque chose qui a été totalement surprenant. Je préfère travailler sur ordinateur. Pourquoi je te dis que ça a été surprenant? Parce que pour le coup, tu sais, au niveau de la musique, je suis natif vraiment moi de la musique. C'est-à-dire que voilà. Et il y a quelques années, quand les ordinateurs se sont mis à nous donner la possibilité d'écrire la musique sur ordinateur avec les logiciels spécifiques, Mmh, je retrouve pas du tout. C'est-à-dire que tu vois, moi, tu me donnes un papier, un crayon, un papier avec des portées, un crayon, je fais une clé de sol, et là, j'entends la musique. Quand je suis devant un ordinateur, je n'entends absolument rien, c'est une catastrophe. Donc, je suis obligé encore à l'heure actuelle d'écrire toutes les partitions à la main. Tu vois, la semaine dernière, j'ai écrit une partition pour ma femme, et j'ai été obligé de l'écrire à la main sur un papier façon hiéroglyphe, tu vois, mmh, mais voilà. Et alors que je pense, n'étant pas natif, c'est-à-dire n'ayant pas appris à écrire sur du papier, mmh. j'ai découvert ça très tardivement, puisque j'avais passé la quarantaine, effectivement, là, quand j'ai commencé à écrire. Pour moi, l'ordinateur s'est imposé comme un outil indispensable, et je me verrais pour le coup pas du tout écrire, écrire sur papier, quoi. Ah oui, attendez que moi je sais qu'à l'inverse, moi depuis toujours j'écris sur papier et donc j'ai des carnets, j'empile les carnets mais c'est vraiment à la fin où là je travaille sur ordinateur. Mais tu vis ce que je vis un peu moi par rapport à la musique, tu vois. Voilà, C'est-à-dire exactement, que à l'inverse. apprendre au tout début à écrire, enfin, comme nous tous d'ailleurs, à écrire avec une plume et un papier, quoi. À Voilà. ressentir le crissement de la plume sur le papier. Oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Donc on va parler de ton livre. Donc quel est le titre de ton livre et quand l'as-tu publié? Alors, le titre de mon livre, c'est Devenir musicien pro. Mmh. Voilà. Avec une accroche qui est des clés pour émerger. Voilà. Des clés pour émerger, parce que évidemment, j'ai pas la prétention de faire une promesse absolue, tu vois, avec les clés pour émerger, c'est pas ça du tout. Moi, c'est vraiment un livre qui est tiré d'une expérience, de témoignages, de voilà. Euh,
ce livre, le titre, le titre du livre m'a beaucoup fait rire en fait en préparant cet entretien, parce que figure-toi que je me suis imaginé à un moment donné que tu allais me poser une question sur mes habitudes de lecteur. Voilà. Et mes habitudes de lecteur étant très réduites, on va dire, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais très très peu de temps et c'est pas quelque chose qui me Oui. passionnait, malgré le fait que j'ai un passé littéraire, c'est-à-dire j'ai un bac littéraire et voilà. Oui. Euh, En fait, en réalité, il y a deux ouvrages qui m'ont vraiment marqué. Il y a deux ouvrages qui ont été un bouleversement absolu dans ma vie. Le Oui. premier, c'est un livre de Georges Charpak qui est intitulé, je ne sais jamais dans quel sens c'est, mais c'est Devenez sorcier, devenez savant. Voilà. D'accord. Et le deuxième, c'est un livre de Napoléon Hill qui Oui. s'appelle Réfléchissez, Oui. devenez riche. Et mais tu vois, je n'avais pas du tout, mais du tout fait le lien. Et j'écris un livre et il y a à nouveau cette notion de devenir, ce verbe devenir dans le titre. Alors que vraiment les deux livres qui m'ont vraiment le plus marqué, les deux, il y avait à nouveau ce terme devenir. Donc tu vois, c'était assez rigolo. Donc, euh, donc voilà, le livre en fait pour le titre, c'est ça. C'est vraiment c'est une proposition de promesse. Donc dans le livre, si tu veux, on va trouver bah, à la fois une sorte d'autobiographie, si tu veux, de toutes les expériences que j'ai emmagasinées auprès des groupes, auprès de mes réflexions personnelles et familiales. L'entame du livre est vraiment là-dessus. Après, on a des conseils de pros, c'est-à-dire qu'on a des pros qui sont des amis avec qui je travaille. Il y a Michael Jones, par exemple, le guitariste de Goldman, qui a écrit dans le livre. Il y a Jérôme Bess, qui est un grand directeur technique reconnu et connu et reconnu, voilà, qui donne des conseils vraiment aux groupes émergents. Et après, on a des témoignages de groupes qui aujourd'hui ont fait carrière, sont en plein cœur d'une carrière et qui sont passés par les stages que j'organise pour se développer. Voilà un petit peu le contenu du livre. Donc, c'est un livre que j'ai voulu à la fois dynamique, à la fois qui puisse se lire d'une traite, si tu veux, en se disant ah bah oui tiens voilà, et surtout sur lequel on peut revenir. C'est-à-dire c'est très découpé en chapitres, voilà, et tout au long au final de la vie du développement de ces jeunes artistes, à chaque point bloquant, il y a un chapitre sur lequel ils peuvent revenir. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ok. Ouais. Donc tu proposes. L'idée c'est d'avoir une lecture globale. Ce que je voudrais vraiment, c'est qu'à la fin de ce livre, les gens aient un nouveau regard sur qu'est-ce que c'est qu'être musicien professionnel, tu vois. C'est pas parce que tu vas lire ce livre que tu vas être claque par un, tu vois, voilà, tu vas pas devenir musicien professionnel. Par contre, tu auras, je pense, compris les codes du professionnalisme en musique. Et ça, en fait, il y a une énorme gap entre l'amateur, mais vraiment au sens noble, celui qui aime, et le professionnel. Tu vois, les codes sont pas du tout les mêmes. Et c'est vrai que pour le musicien en développement, il y a comme si, tu vois, comme si ce livre, j'espère, pouvait planter une petite graine et après, c'est au musicien de l'arroser, de l'entretenir pour que cette graine puisse grossir et devenir une plante et potentiellement un arbre, quoi. Tu vois, c'est un peu cette image-là. Donc, c'est pas du tout descendant comme ton, tu vois. C'est pas du tout, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est pas ça, c'est plutôt voilà, un regroupement de tes. Ah ouais, non, mais tu vois, le coup de la petite graine, ça me fait penser à un jardin où en fait tu lances oui, des graines et t'attends de voir je veux dire, tu l'entretiens et finalement, au bout du compte, tu te rends compte que tu arrives à faire quelque chose de bien et de noble. Donc, Exactement non, ça, quoi. c'est très très bien. Donc, bon, on a bien discuté de ton livre. Euh, je veux dire, est-ce ce livre-là, je pense que tu en es très fier. Euh, mais maintenant qu'il est écrit, qu'il est publié, est-ce que tu changerais certaines choses dedans ou tu le laisserais tel quel? C'était pas voilà, c'est une question que. Je pense que je me suis tellement posé cette question pendant que je l'écrivais qu'aujourd'hui, objectivement, j'ai pas grand-chose. Enfin, je vois pas. Ça va paraître super prétentieux, ça. Le mec qui a écrit un Non, livre. non, non. C'est pas ça, mais pour moi, si tu veux, aujourd'hui, j'ai rien à changer. Voilà. C'est-à-dire que ce travail-là de réflexion, de lecture, de relecture, de correction, au final, je l'ai tellement fait avant que le livre paraisse, mais alors vraiment, là,
je remercie la personne chez Nombre 7 qui s'est occupée de moi parce que alors vraiment c'était une horreur pour elle, quoi. C'est-à-dire que tous les jours il y avait un changement, il y avait, alors même que j'en étais à la 20e relecture et ainsi de suite. Euh, je pense que ce travail, finalement, je l'ai tellement fait en amont qu'aujourd'hui, j'ai vraiment rien à changer. Si je pourrais avoir quelque chose à rajouter, mais ça ferait l'objet d'un deuxième ouvrage. D'accord. Ok, oui, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. D'accord. Alors oui, soit celui-là, soit d'autres, mais tu vois, c'est voilà. Aujourd'hui, je pense que ce livre-là, j'ai pas envie de changer quoi que ce soit. Voilà. Tant mieux, c'est ce qui compte. Où trouves-tu ton inspiration? De partout, toi, je te disais tout à l'heure, je suis un passionné, mais tu peux trouver de l'inspiration vraiment de partout, quoi. Alors évidemment, dans mon entourage familial passé et actuel, on va dire. Euh, et puis, évidemment, tu vois, dans le contexte socio-culturel dans lequel j'ai été éduqué, forcément, dans le monde d'aujourd'hui personnel que je me suis créé, forcément, et puis après, auprès de tous les artistes avec qui je travaille, quoi, tu vois, c'est les activités de coaching scénique, parce que finalement, c'est ça mon activité principale. Euh, Tu te nourris en fait autant de eux que eux se nourrissent de toi. C'est-à-dire que, tu vois, il y a un moment, j'ai une phrase dans le livre où je dis un grand merci à tous ceux qui un jour ont pensé que je leur avais changé leur vie, parce que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Tu vois, des gens qui me disent, ah bah toi, alors pas ce livre, hein, parce que ce livre c'est tout neuf, mais tu vois, ces activités d'aide et de développement ou autre, c'est vrai que forcément, à un moment donné, quand tu as un artiste amateur qui se développe et qui se met à jouer à l'Olympia, par exemple, et faire des tournées mondiales, Mhm. forcément, ces gens-là, tu leur as quelque part, tu as participé à leur changement de vie. Et, euh, et ça, si tu veux, en fait, ils se rendent pas compte, ces gens-là, qu'ils changent ma vie à moi aussi, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, je suis vraiment, alors pour le coup, je suis peut-être un peu socratien là-dessus, mais il y a énormément je sais que la seule chose que je sais, finalement, c'est que j'en sais rien. Et tu vois, il y a beaucoup de coachs qui commencent à travailler en préparant vraiment. Et moi, à chaque fois que j'aborde une séance de coaching avec un groupe, donc on est sur scène, tu vois, le groupe est sur scène, et j'ai rien préparé, je ne sais pas du tout dans quelle direction je vais aller les faire travailler. Ça commence toujours par faites-moi 3 titres. Voilà, faites-moi 3 titres avec une entrée et une sortie, comme si vous étiez en condition concert. Et à partir de là, j'arrive à me projeter et à dire bon voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et ça, finalement, pour moi, en tout cas, c'est ce qui marche le plus. Peut-être l'improvisation, l'intuition, je ne sais pas. Alors justement, par rapport à ce que tu viens de dire là, sur la façon dont tu réagis, tu donnes des directives donc aux musiciens pour justement l'inspiration. Je propose des directives. Oui, tu Vraiment, proposes, pardon, excuse-moi, tu les proposes. Euh, Justement, quand tu as écrit ton livre, est-ce que en fait tu as improvisé donc au fur et à mesure, tu sais, pour monter le cadre, ou alors dès le départ tu savais exactement, tu connaissais exactement ta ligne directrice que tu allais suivre et tu savais exactement jusqu'où tu voulais aller? Ou ça c'est en fait, les 3, 4, 5 premiers jours, si tu veux, j'ai écrit. Voilà. J'ai écrit. Pour le coup, ça avait ni queue ni tête, quoi. C'est-à-dire que c'était une somme de mots mis les uns à côté des autres. Voilà. Après, tout de suite, je me suis dit qu'il serait intéressant de travailler sous le triptyque savoir, savoir-faire et savoir-être. Donc une partie un peu plus état des lieux, voilà, qu'est-ce que c'est que la musique aujourd'hui en France, où est-ce qu'on peut l'apprendre, comment est-ce qu'on acquiert le savoir en musique aujourd'hui. Donc je balaye tout, je balaye les cours particuliers, je balaye les autodidactes, je balaye les conservatoires, je balaye les MOOC, enfin toi, absolument tout, voilà, avec un avis global de tout ça. Après, le savoir-faire, c'est une partie très technique, purement technique, où là, on va parler de choses très techniques. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça n'aurait aucun intérêt, mais voilà, c'est vraiment l'aspect technique. Comment on fait des balances, comment on gère une répétition, le temps de répétition, comment on optimise. Et après, vraiment une grosse partie sur le savoir-être. Donc, je suis vraiment parti de ça, si tu veux. Mhm. Il y avait savoir-faire, savoir-être. Et après, je me suis imposé un rythme en gros, un chapitre par jour. Alors, il y avait peut-être des gros chapitres, tu vois. J'ai fait un chapitre sur le charisme qui, lui, est un peu plus cossu, on va dire, où là, j'ai passé plusieurs jours. Mais globalement, voilà, je travaillais par chapitre. Et à la fin, en fait, j'avais tous ces chapitres-là avec les exemples. Voilà, et en fait, j'ai redispatché. Bah, ça, je le mettrais, tac, dans la partie savoir-faire. Ça, je le mettrais dans la partie savoir-être. Ça, non, ça va dans le savoir. Ça va. Donc, j'ai composé, si tu veux, mon plan un peu au fur et à mesure.
Oui. Et après, en fonction du fait dans quel chapeau finalement était tombé chaque chapitre, j'ai réécrit une partie du chapitre pour que ça colle vraiment à toi. Voilà. Un chapitre qui est tombé, par exemple, dans le savoir-faire, j'ai réécrit des parties de ce chapitre-là pour que ce soit vraiment purement didacticiel et très axé technique. Tu vois, c'est Oui. Ok. voilà, la façon que j'ai eu de travailler. Donc, au final, c'est mon premier livre. Hein, donc, pour le coup, c'était une improvisation totale. Mais il y avait quand même une certaine forme de cadre, on va dire. De cadre et de ligne directrice. Donc, tu savais quand même où tu voulais aller quelque part au bout. Tu voyais un petit peu de lumière. C'est Je exactement ça. pense qu'on en est tous là. On en est tous là. Comment t'es venue l'idée de te faire publier? Bah mince, quoi, il y a un moment, quand tu passes 2 mois à travailler sur un truc, tu as envie que t'as envie que ça existe. Non, franchement, c'était vraiment ça. Ouais. C'était vraiment ça, tu vois, en me disant, bah oui, enfin maintenant, voilà, maintenant j'ai écrit, maintenant j'ai fait ça, ça existe. Tu vois, enfin, c'est finalement ce qui est grisant, tu vois, c'est de se dire, bah ok, chiche, vas-y, il faut que ça existe, quoi, tu vois, c'était un peu ça, tu vois. Oui, Mais oui. alors, je connaissais vraiment rien. C'est quoi enfin, déjà, comment est-ce qu'on protège ce truc? Est-ce qu'il faut l'envoyer? Est-ce qu'il faut, voilà, comment optimiser tout ça? C'était une vraie découverte et donc j'ai tâtonné, tu vois, j'ai regardé un peu ce que c'était que l'auto-édition, j'ai regardé un peu les éditeurs, comment bon. Voilà, j'étais pas du tout dans une démarche commerciale en fait avec ce livre, tu vois. Je voulais pas forcément gagner ma vie avec ce livre, tu vois, mais j'avais envie qu'il existe, tu vois. Oui. Et là, un jour, j'ai mis un lien sur LinkedIn en me disant, voilà, est-ce que quelqu'un connaît dans mon entourage des éditeurs dignes de confiance. Euh, Quand je parle des éditeurs, là pour le coup, on n'était pas sur une structure, on était sur une personne, tu vois, parce que j'aime bien échanger avec une personne. J'ai eu une myriade de retours, j'ai eu, je sais pas, ouais, peut-être 10, 15 retours de gens que j'ai contactés, avec qui j'ai échangé, et puis j'ai retenu en fait Nombre 7 parce qu'ils ont une approche qui est un peu particulière, un peu singulière de l'édition et qui m'a pas mal séduit. Du coup, voilà. Donc, c'était vraiment par envie, tu vois, de dire je veux être édité parce que j'ai pas fait tout ça entre guillemets pour rien et je voulais pas que ça reste juste pour moi, quoi. Voilà. D'accord. Donc, en fait, pour ma question suivante, finalement, tu y as répondu, c'est que dans ton cas, tu as trouvé ça facile d'être publié. Ah bah ouais, oui, oui, oui. Oui, 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 clairement, oui, ça n'a pas été du tout le plus long, tu vois. Je me suis documenté pendant peut-être 8 jours. Voilà, pendant 8 jours, tu vois, j'ai regardé un peu ce que c'était, enfin, tu vois, quels étaient les enjeux. Et puis, au bout de 8 jours, j'ai mis ce fameux post LinkedIn et là, je te dis très rapidement, peut-être en 2 jours, j'ai eu plein de noms, je les ai contactés et puis il y en a un avec qui ça a vraiment matché et on est tombé d'accord assez rapidement, quoi. D'accord. Après, l'approche était singulière. Tu vois, j'avais dès le départ en fait mis en place toute une sorte entre guillemets de stratégie de sortie parce que Mmh. c'est quelque chose que je connais par cœur au niveau des disques. Donc, tu vois, je me suis dit tiens, mais si on prenait la même chose, tu vois, et du coup pour l'éditeur, j'imagine que c'était assez engageant aussi comme démarche, tu vois, de dire voilà, moi je suis un auteur, tu vois. Je travaille tellement avec d'artistes qui me disent, quand je dis artistes, c'est pour le coup des musiciens, qui me disent moi je suis guitariste, je suis chanteur, tout ce qui est de développement, on va dire commercial, même si le mot est un peu sale, Mmh. non mais pour moi pas du tout, tu vois, tout ce qui est marketing, commercial ou autre, c'est pas moi. Voilà, moi je veux trouver quelqu'un qui va vendre ma musique, démerdez-vous. En réalité, en 2020, ça n'existe plus. Voilà. Et tout de suite, je me suis dit que bah, forcément, j'allais faire pareil avec le livre. C'est-à-dire que moi, je souhaitais m'impliquer vraiment dans cette sortie de livre. Et voilà, enfin, c'était quelque chose qui me parlait. Donc, c'est vrai que peut-être cette approche a aidé aussi à trouver un éditeur assez rapidement, quoi. Ouais, bah, en fait, tu as réagi comme moi j'ai réagi, en fait. Je dois me sentir impliquée, même dans l'après, en fait, dans l'après-écriture. Tu C'est vois, très je important. discutais avec un groupe là-dessus, tu vois, sur cette approche-là, tu vois, où les mecs souvent se disent, peut-être à juste titre, se disent, mais nous, on est là pour jouer de la musique, on n'est pas là pour. Voilà. Mmh. Et en fait, je voudrais comparer ça avec l'éducation d'un enfant, tu vois. Mmh. Euh, Moi, je vois, j'ai un petit qui a 6 ans.
C'est moi qui l'ai mis au monde, c'est moi qui l'ai éduqué, tu vois, au tout départ. Mais il y a un moment donné, pour son bon développement, il a fallu que je prenne sa petite main et que sa petite main, je la mette dans la main d'une tierce personne qu'on appelle une maîtresse. Parce que moi, j'arrivais un peu au bout de cette chose-là et que finalement, cette maîtresse-là allait lui apporter ce que j'allais pas, moi, pouvoir lui apporter. Alors, cette maîtresse, je l'ai choisie. J'ai choisi. Par contre, je n'ai pas d'autre choix que de lui faire confiance. Et à partir de ce moment-là, si j'assure pas, moi, un suivi pédagogique, entre guillemets, avec cette maîtresse-là, qu'on n'a pas des échanges réguliers, je ne m'implique plus du tout dans la vie de mon enfant. Et finalement, ce livre, ce disque, pour les groupes, c'est un peu pareil, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toi, tu arrives au bout de ce que tu sais faire, donc tu vas mettre dans la main d'un éditeur, que ce soit en musique ou que ce soit en livre, mais tu vas quand même, toi, garder la paternité de cette action-là, de ce livre-là. Donc cet éditeur, tu l'as choisi pour ton livre, mais après ce livre-là, il faut que tu l'accompagnes. Il faut que, tu vois, si tu te désintéresses de ça, c'est comme si tout d'un coup, voilà, ton enfant, tu le mets dans la main de la maîtresse et ciao, on se retrouve à 18 ans et voilà, quoi. Voilà. Justement, qu'est-ce que tu as ressenti quand ton livre a été publié? Eh ben, je crois que c'est la première fois professionnellement, on va dire, que je ressens une sorte de fierté, Mmh. tu vois. Une sorte de fierté parce que, tu vois, en musique, j'ai toujours, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours vécu dans un domaine, on va dire, microcosme professionnel, familial, musical pour le coup. Donc, si tu veux, tout ce que tu fais en musique, j'avais 15 ans, je dirigeais des orchestres, tout le monde me disait, ah là, tu dois être fier, mais ben non, je suis pas fier, enfin, je fais ce que j'ai à faire, quoi, ça va. Et là, en fait, l'écriture, pour moi, c'était tellement quelque chose qui était totalement inconnu et comme je te l'ai dit sur la première question, pour lequel c'était presque mystique, tu vois, que de dire, non, mais en fait, je l'ai fait, tu vois. Et là, pour le coup, j'ai presque eu à un moment donné l'impression de rentrer dans la postérité, tu vois, alors, Mais oui, à petite échelle, bien évidemment, mais c'est un peu ce sentiment de fierté, tu vois, de me dire, ah, bah, tu vois, ça me paraissait totalement hallucinant, bah, du coup, je l'ai fait, quoi. Et le mmh, livre, c'est un objet que j'ai devant moi, tu vois, je l'ai. Voilà, quoi. ouais, ouais. C'est, Mais ouais, comme pour n'importe quelle partition, ton livre va rester dans la postérité. ben, tu vois, Voilà, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est beaucoup de la musique reste dans la postérité. C'est vrai que beaucoup pensent que c'est quelque chose d'assez futile. Tu vois, on cherchait le mot tout à l'heure. Je pense que voilà, les gens prennent toujours la musique comme quelque chose de futile. Moi, pas du tout. Je prends ça comme quelque chose d'extrêmement exigeant et de rigoureux. Et on a tendance justement, malgré cette futilité, à toujours vouloir la laisser dans la postérité. Et à l'inverse, les livres qu'on pense extrêmement rigide, sérieux, sévère, on ne les met pas dans la postérité, alors qu'au même titre que les partitions de musique, elles restent dans la postérité. Et dans 20 ans, en 30 ans, quand on tapera Nicolas Yves Querol sur Internet, on tombera toujours sur ton livre. Tu vois, c'est ça qui est. Et j'espère sincèrement que ça va fonctionner pour toi, sincèrement. J'espère que beaucoup d'artistes vont, prendront ce livre et le verront vraiment comme des clés leur permettant de pouvoir s'épanouir dans ce qu'ils aiment. oui, c'est Pardon, ça. voilà, je suis partie. C'est vraiment ça, quoi. Tu vois, Ok, justement, tout à l'heure on parlait de ton entourage. Que pense-t-il en fait de tes livres et est-ce qu'ils te soutiennent dans cette nouvelle passion? Alors moi, j'ai vraiment la chance d'avoir l'entourage exemplaire. C'est-à-dire que enfin, je fais. C'est un peu cette sensation de dire je pourrais faire vraiment n'importe quoi qui serait de toute façon fier ou autre. Oui, mais c'est-à-dire que tu vois, j'ai tellement été éduqué avec cette rigueur de tu fais ce que tu veux, mais tu le fais bien, que, bah forcément, tu vois, ça a été accueilli oui, avec beaucoup de fierté parce que voilà, parce que pour mes parents, parce que je suis leur fils, pour ma femme, parce que je suis son mari, enfin futur. Du coup, on aurait dû se marier pendant le Covid, mais voilà. Donc c'est repoussé, mais voilà. Ouais. Euh, je bénéficie, si tu veux, d'une fierté un peu acquise, tu vois.
mais c'est vrai que cette fierté acquise vient de la façon que j'ai de faire les choses, tu vois. Et c'est, ouais, je pense enfin, je sais qu'ils sont fiers parce que les choses ont été bien faites, parce que c'est pas resté à l'état de projet, que je me suis à un moment donné remonté les manches pour me donner les moyens, que cette idée se transforme en projet et se concrétise en objet, tu vois. Voilà. C'est un D'accord. peu va au bout, fais le bien, et forcément, bah, il y a de la fierté derrière parce que c'est quelque chose qui est, je vais pas dire abouti, parce que forcément, l'objet, c'est justement de le vendre, ce livre. Tu vois. Mais en tout cas, par rapport au fait de sortir un livre, voilà, ça a été fait et bien fait. Ok, justement, donc est-ce que tu vas continuer à écrire et est-ce que tu vas publier d'autres livres? J'ai envie, j'ai envie. euh, J'ai envie, mais j'ai aussi envie d'assurer, entre guillemets, le service après-vente. Tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des cycles de vie des livres, un peu comme les albums, tu vois, en musique. Et un album, on imagine que c'est à peu près 3 ans le cycle de vie. C'est-à-dire que tu mets 1 an pour écrire et sortir un album. Ensuite, pendant 1 an et demi, 2 ans, allez, 2 ans, tu vas défendre cet album. Et après vient le temps de te remettre à écrire. Donc par rapport à ça, j'ai découvert cette nouvelle passion, on va dire, qu'est l'écriture. Donc oui, je vais réécrire. J'ai plusieurs pistes, j'ai plusieurs projets. Pour l'instant, je m'auto-censure, on va dire, dans le sens où je préfère vraiment travailler ce livre-là, défendre ce livre-là, et commencer progressivement à coucher ces nouvelles idées sur un papier neutre, mais d'ici quelques temps. Mais clairement, oui, j'ai envie. D'accord, ok. Donc, et de les publier et de refaire Ah le oui, service après-vente, la totale. communication, et s'il n'y a pas de nouveau cycle de vie, ça sert à rien. Enfin, j'ai pas envie d'avoir enfin, je pas juste moi pour moi, quoi. Enfin, voilà, c'est pour tout le monde, et voilà. D'accord. On va arriver sur la fin de cette interview qui était très passionnante et très enrichissante. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Non, bah après, oui, enfin, forcément, les remerciements d'usage, tu vois, remerciements déjà par rapport à la jeunesse du livre, tu vois, sur mes parents, à l'écriture de ce livre, à ma femme, à mon fils, remerciements à ma belle-mère aussi, qui a énormément œuvré pour la recorrection de ce livre-là. Remerciements à plusieurs anciennes profs de français, tu vois, qui ont aussi participé à la recorrection. Après, chronologiquement, remerciements évidemment pour les éditions Nombre 7. Remerciements à tous les artistes tu vois, que j'ai côtoyés et que je continue de côtoyer. Remerciements à tous les gens qui ont écrit, qui ont pris quelques minutes de leur temps précieux pour écrire dans ce livre-là. Et puis après, remerciements à toi, évidemment, et à tous les gens qui œuvrent comme toi pour on va dire, la démocratisation de l'écrivain. Enfin, je ne sais pas comment le dire, tu vois, Oui, mais font ouais, bah, que les livres qu'il y a une sorte de promotion autour de ces livres et aussi autour de l'écrivain. Et toi, ta démarche est vraiment singulière par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est rare, en fait, tu vois, quand j'ai vu, quand tu m'as contacté, le tout départ, c'était vraiment basé sur la personne, c'était pas du tout basé sur le livre, quoi. Et ça, c'est appréciable, tu vois. C'est vraiment, c'est une démarche qui est singulière et qui est sympa, je trouve. oui, ben oui, tout à fait, parce que c'est, en fait, je pense que quand j'ai écrit mon premier livre comme toi, c'est vrai que ça pouvait être pris comme du narcissisme de dire oui, mais c'est moi qui l'ai écrit. Pourquoi moi je suis pas mis en avant autant que mon livre? Et, euh, et je pense que ça a toujours été un tort de dire que les mots, en fait, les mots que vous écrivez, on vous voit derrière. Oui, mais non, on n'est pas Ouais, juste des gens dans l'ombre. complètement. Donc, Alors, je suis tout à fait d'accord. Et clairement, moi, j'ai besoin d'avoir cette projection de l'écrivain, de l'auteur, tu vois, avant de me jeter dans le livre, parce que j'aurais pas du tout la même lecture. Euh, Tu vois, j'ai besoin, en fait, de savoir qui j'ai en face. Voilà. Donc, j'entends un groupe qui passe à la télé, à la télé, non, justement, parce qu'il y a cet aspect visuel, mais à la radio, tu vois. Euh, Là, tu vois, je vais tout de suite aller voir qui c'est, tu vois. Et il y a un exercice de style là-dedans en musique depuis quelques années, c'est The Voice, tu vois, sur TF1, le télécrochet.
moi, je suis incapable de faire ce que les coachs font. Toi, alors, tout le monde va dire, effectivement, toi, si tu prends ça juste cette partie-là, on va dire, en fait, il juge juste sur l'apparence. Pas du tout. Mais pour moi, c'est un tout qui est un et indissociable. Tu peux pas juger une voix si tu n'as pas le chanteur. Pour moi, tu peux pas juger d'une écriture, d'une plume si tu n'as pas l'écrivain. C'est peut-être pas le mieux, mais en tout cas, c'est ma façon de faire. Donc, Et c'est une bonne façon de faire parce qu'on partage la même. Je te remercie beaucoup, Nicolas Yves. Ça a été vraiment un très grand plaisir que de partager ce moment avec toi. Donc, nous arrivons sur la fin de cette interview. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié autant que moi de partager la passion et la rigueur et le dynamisme de Nicolas Yves. J'ai passé vraiment un très très bon moment. Merci beaucoup. Donc, je vous invite donc en dessous de la vidéo YouTube à retrouver donc tous les liens concernant la page Facebook de Nicolas Yves, la page de Nombre 7 donc avec son livre pardon, excusez-moi, devenir musicien pro. Je vais y arriver. Je sais pas pourquoi j'ai toujours avec comment devant, c'est devenir musicien pro. Qu'elle a vraiment un livre extrêmement intéressant et enrichissant. Donc, je vous le conseille sincèrement. D'ailleurs, moi, pour ma part, je pense que je vais l'acheter parce que ça peut être intéressant aussi pour les écrivains, je te rassure. Je te dirai quoi que vous aurez lu, hein, on en discutera. Donc, je vous le conseille très sincèrement. Donc, vous retrouvez donc tous les liens donc, en dessous de cette vidéo pour pouvoir en fait commander le livre et en savoir un peu plus sur Nicolas Yves, quitte à lui poser des questions. Je pense qu'il sera toujours ravi de pouvoir y répondre. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon laquelle vous regarderez cette interview. À bientôt, Nicolas Yves. merci beaucoup. Au revoir.